Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours au Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous recevrons M. Pierre-Yves Monjal, qui est professeur de droit de l'Union européenne à l'Université François Rabelais de Tours, et les professeurs, Masahiro Sogabe, qui est professeur de droit public à Kyoto. Bonjour à tous les deux. Merci à nouveau pour être avec nous pour cette seconde émission. Alors, nous avons consacré l'émission de la semaine dernière et celle de cette semaine à un anniversaire important, l'anniversaire des traités de Rome, 1957-2017. Donc, 60 ans se sont écoulés en fait de la signature des textes fondateurs de l'Union européenne. Monsieur Monjal, vous nous avez rappelé en fait les contextes historiques dans lesquels les deux traités ont été signés et justement les politiques qui ont été un peu déclenchées, si je peux utiliser ce terme, avec la signature des deux traités. On se demande aujourd'hui comment la communauté européenne elle a été évoluée politiquement et structurellement parlant durant ces 60 ans. Alors, c'est évidemment une question très importante parce qu'il y a un point de départ, la construction communautaire, et on l'a évoqué, c'est le traité de Rome, et 60 ans plus tard, que peut-on en tirer comme conclusion? Alors, on peut faire plusieurs remarques, je vais être bref. D'abord, je ne pense pas que 2017 constitue un point d'arrivée ou un point d'achèvement. L'Union européenne est un processus qui est lent, qui est complexe, et en dépit des vicissitudes et des crises, on en reparlera, que traverse aujourd'hui l'Union européenne et indirectement le projet communautaire, c'est une crise de croissance qui se pose. Première remarque. Deuxième remarque, alors c'est pas toujours simple de synthétiser ce long processus, mais on mobilise généralement deux expressions, qui est ce qu'on appelle l'élargissement et l'approfondissement. Alors ça, c'est très caractéristique de l'évolution communautaire. L'élargissement, c'est quoi? C'est le processus qui a progressivement permis aux communautés de passer de 6 à aujourd'hui 28 États. Bon, avec la question, bien entendu, du Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni fait toujours partie de l'Union européenne. Donc il y a eu cet élargissement progressif qui a eu pour conséquence, évidemment, d'élargir, au fond, l'espace économique européen, le marché intérieur, et dans une finalité, dans une volonté de richesse, de création de richesse au sein de ce marché intérieur. Et puis, parallèlement à cet élargissement, il y a eu ce qu'on appelle l'approfondissement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se contenter d'élargir l'espace, il fallait également approfondir les différentes politiques existantes. Politique de concurrence, politique agricole, politique de transport, plus tard politique de l'environnement. C'est-à-dire au fond, selon une expression qui vaut ce qu'elle vaut, faire toujours plus d'Europe, intégrer toujours davantage. Donc c'est cette double logique qui s'est mise en place, et sur le plan institutionnel, cela va se traduire par un renforcement notamment des pouvoirs du Parlement européen, et une forte dynamique de démocratisation de l'Union européenne. Ça, c'est extrêmement marquant, et avec progressivement une implication d'ailleurs des parlements nationaux. Et puis également sur un plan institutionnel, des procédures de décision qui vont permettre aux États de statuer de moins en moins souvent à l'unanimité, mais de plus en plus souvent ce qu'on appelle la majorité qualifiée, pour l'adoption des règlements et des directives. Donc aujourd'hui, quand on regarde la trajectoire, il y a quelques certitudes. Le marché intérieur est réalisé, la libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux et des services est une réalité absolument incontestable. La politique de la concurrence est réalisée, la politique agricole commune, alors qui évolue, évidemment, en tout cas a connu un point de réalisation difficilement contestable, et d'autres politiques, telles que l'environnement, telles que les transports, par exemple, vous savez qu'il y a 24 politiques européennes que met en œuvre l'Union européenne, ce sont des politiques qui se développent.
J'aurais une toute petite Oui, question, peut-être parmi en fait les traités qui ont été signés depuis 1957, parce que bien sûr il y en a eu oui, beaucoup d'autres des oui, traités qui oui, ont été signés depuis 1957. Ce serait bien peut-être de rappeler, d'évoquer celui des bien sûr. Maastricht Mhm. de 92, Oui, c'est ça, 1992, c'est ça. parce que j'y pense, enfin, je dirais que c'est un peu les traités qui posent l'union qui était auparavant économique, quand même exclusivement Exactement. économique, sur un plan qui n'est plus seulement économique. Exactement. C'est un traité absolument charnière. Alors avant le traité de Maastricht de 92, il y a eu ce qu'on appelait l'acte unique européen de 86, qui permettait de réaliser le marché commun, le marché intérieur. Mais le traité du 7 février 92, traité de Maastricht, va être absolument considérable, puisqu'on va passer au fond de la période communautaire à précisément la période Union européenne. Alors le traité de Maastricht va mettre en place la monnaie unique, la citoyenneté européenne, renforcer les pouvoirs du Parlement européen et des parlements nationaux notamment, et va se succéder au traité de Maastricht le traité d'Amsterdam de 97, le traité de Nice de 2000. L'épisode constitutionnel de 2005, on le sait, ne va pas permettre la création ou l'adoption de la Constitution européenne, mais le traité de Lisbonne, qui reprend au fond les acquis de la Constitution, s'inscrit dans la continuité justement des apports du traité de Maastricht. Donc l'actuelle Union européenne telle que définie par le traité de Lisbonne, c'est ni plus ni moins ce qui avait été conçu en 1992 avec Maastricht. Donc Maastricht continue de produire ses effets, même si le traité de 92 a été considérablement remanié à certains égards. Merci Pierre-Yves. Notre monde postmoderne vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l'homme. Travail, éducation, écologie, religion, économie. L'émission Sur le rebord du monde souhaite donner des clés pour mieux penser ces changements et les défis d'humanisation à relever. Sur le rebord du monde, proposé par Béatrice Soltner, chaque mercredi à 22h. RCF, La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission des radios proposée par la Maison de l'Europe des Tours, Centre d'information Europe Direct. Alors, Monsieur Segabé, la semaine dernière, vous nous avez un peu brièvement décrit les relations entre Union européenne et le Japon, et vous nous avez donné les points de vue en fait de votre peuple par rapport à ce modèle de l'Union européenne qui est, on pourrait dire, peut-être l'un des plus particuliers au monde, enfin au niveau au moins politique et même des valeurs culturelles. Aujourd'hui, suite à ce qui s'est passé en fait la semaine dernière, précisément ce week-end dernier, vous savez en fait les 25 mars 2017, donc c'était ce samedi, les 27 dirigeants européens se sont réunis à Rome pour une déclaration commune qui a été donc présentée et qui veut mener une réflexion approfondie et concrète sur les défis internes et externes que l'Union européenne doit relever à court et à moyen terme. Également, en tout début du mois, les présidents de la Commission européenne, Juncker, nous a proposé les 5 scénarios possibles pour l'Union à 27 d'ici 2025. Donc, d'après vous, quel devra être le rôle de l'Union européenne face à certains des défis mondiaux qui nous concernent des plus proches? Comme je ne suis pas spécialiste en droit européen, donc je peux pas répondre de front les questions en détail, mais du point de vue du droit constitutionnel, qui est mon sujet d'étude, ce qui est important, c'est que l'Union européenne n'est pas seulement une communauté économique, mais aussi une communauté des idées, c'est-à-dire qu'elle affiche les idées universelles telles que la démocratie, les droits de l'homme, le développement durable, etc., et qu'il a fait beaucoup d'efforts pour les mettre en œuvre. Bien sûr, la réalité est si compliquée qu'on ne peut pas mettre en œuvre cette idée idéalement. C'est évident quand on voit la difficulté de la question des réfugiés du Proche-Orient.
Mais je respecte les efforts des dirigeants européens de concilier autant que possible l'idée des droits de l'homme et la réalité sociale et politique. Ces efforts seront pour moi plus importants dans le monde d'avenir parce qu'on vit dans un monde où les pays qui n'affichent pas nécessairement ces idées deviennent de plus en plus puissants. Je crois que le monde devient divisé de plus en plus par deux. D'une part, les pays qui considèrent les idées dites universelles dont on a parlé et qui sont écrites dans la Constitution. D'autre part, les pays qui ne croient pas en ces idées, mais en puissance, quoi qu'elle soit économique et militaire. Dans cette situation, j'ai beaucoup d'attentes sur le rôle de l'Union européenne pour maintenir et même développer ces idées universelles. En outre, comme je vous ai évoqué, l'esprit de dialogue de l'Union européenne est ici aussi précieux pour cela. C'est tout comme le processus de l'élargissement et l'approfondissement que M. Mondial a évoqué tout à l'heure. Je sais que l'Union européenne connaît beaucoup de défis comme le Brexit ou la montée des populismes dans de plusieurs pays membres, mais j'espère sincèrement qu'elle va réussir à les surmonter. D'accord. Et au niveau en fait de la relation bilatérale entre Union européenne et Japon, quelle perspective pour le futur? Alors, le gouvernement japonais considère l'Union européenne comme un partenaire global. Déjà depuis 25 ans, le Premier ministre japonais et les dirigeants de l'Union organisent une rencontre annuelle et continuent le dialogue. De plus, en ce moment, les deux partenaires souhaitent de monter la relation en étape supérieure. À cet égard, deux choses sont importantes. Ainsi, le Japon et l'Union européenne sont en train de négocier l'accord de partenariat stratégique qui servira de base juridique contraignante pour coopérer ensemble sur les questions mondiales. En même temps, l'accord de libre-échange est aussi sous la négociation. Si cet accord sera signé, il se créera une zone économique qui représente un tiers du commerce extérieur mondial. C'est énorme. De toute façon, il est très important que se mettent en relation plus étroite ces deux partenaires qui partagent les idées universelles quand on pense à la situation du monde que j'ai évoquée tout à l'heure. Je veux finir ma parole par une petite anecdote. Je viens de Kyoto, ville traditionnelle et ancienne capitale du Japon, ville avec de longues traditions et donc ville touristique. Depuis quelques années, je vois de plus en plus de touristes européens dans le centre-ville de Kyoto. En fait, en 2015, le nombre de touristes européens qui visitent au Japon est de plus de 1,2 million. Oh, il y a 10 ans, 20 ans, les Européens qui visitent le Japon étaient peu nombreux. Alors que, comme vous savez, tous les touristes japonais sont très nombreux à Paris ou ici dans la région de Loire. Cette relation unilatérale est déjà finie. Au niveau de circulation humaine, il est arrivé une époque de la relation bilatérale. Je souhaite que la compréhension bilatérale se développe. D'accord, nous l'espérons aussi. Nous vous remercions. Je vous remercie à tous les deux, Monsieur Pierre-Yves, Monsieur Sogabé. Je suis encore désolée, j'ai encore un peu du mal avec votre nom. Je suis désolée. Vous avez écouté Parlons d'Europe de la Maison de l'Europe de Tours au Centre d'information Europe Direct. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter nos émissions sur notre site internet www.maisoneuropetours.fr. À bientôt.